our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Salut Quentin, salut Vincent, bienvenue de nouveau dans 12 points. Pardon, excusez-moi, je parle pas la bouche pleine. On est en train de manger une chips. Oui, effectivement. C'est l'heure de l'apéro, non? C'est l'heure de l'apéro. Mais qu'est-ce qu'on célèbre? L'épisode est diffusé à 6h du matin. Considérez que c'est quand même l'heure de l'apéro. Mais qu'est-ce qu'on célèbre du coup avec cet apéritif? Eh bien, nous célébrons le dernier épisode de 12 points de la saison 1. Et à la vôtre. Alors 12 points, c'est le podcast qui décrypte l'Eurovision depuis septembre et que de chemins parcourus. Oui, mais c'est parce qu'il y a Mais deux tous les fois plus chemins de mènent à chemins. Rome. Certainement, mais nous n'étions pas à Rome, nous étions à Turin, enfin. Et merci Quentin, merci Vincent encore une fois Merci, pour m'avoir merci accompagné à dans toi. ce pari fou. Eh oui, De se Alessandra, dire- l'Alessandra Sublet du programme, rappelons-le quand Elle a même. pris hein. son envol. Dis donc, maintenant Thomas connaît des choses. Maintenant Thomas peut parler de l'Eurovision en société. Et avec Absolument. fierté. Et on Joue avec espère que fierté. d'ailleurs, vous aussi qui nous avez découvert sur ce podcast, auditeurs et auditrices, vous en savez maintenant un peu plus sur l'Eurovision pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était et qui ont appris à apprécier le programme. Eh ben, j'ai envie de dire un peu grâce à nous. Hein? Bravo. Exactement. Et puis si on a réussi à déringardiser l'image de l'Eurovision que vous vous enviez, eh ben c'est qu'on a réussi notre mission, tout simplement. On a réussi la mission auprès de beaucoup et je remercierai tous celles et ceux qui sont venus en fait nous saluer tout au long de cette année à diverses occasions à l'Eurovision Junior. Pour commencer, ça a été notre première apparition publique, disons-le. Festival de podcast à Paris, festival de podcast à Rennes. Dans l'épisode Les stars à l'Eurovision, les personnes qui nous ont appelés, hein, rappelons-le, Oui, exactement. la radio libre. Pour être très honnête avec vous, j'aurais adoré refaire aujourd'hui, mais faute de tout un tas de circonstances personnelles, j'ai malheureusement pas eu le temps de contacter suffisamment tôt les gens pour participer à cette émission et moi-même de la préparer. Mais ce sera vous pour savez la quoi? rentrée. Ce sera pour la rentrée ou à d'autres occasions surprises, parce que, écoutez, je veux profiter aussi de ce moment pour se retrouver entre nous trois et Entre célébrer, nous. Chez Menbati. et célébrer du coup le retour et la fin de 12 points. Alors 12 points, c'est un projet personnel, on est soutenu par personne, on est complètement indépendant et on a tout à fait notre liberté de ton. Nous sommes un média. d'expression et d'opinion. Nous sommes un média. D'opinion et de divertissement. Absolument. Oui. Exactement, et ça je tiens vraiment à le préciser. Que ça plaise ou non. Voilà. Je trouve que depuis le début du programme, on a aussi la richesse d'avoir et d'aborder l'Eurovision sous des angles complètement différents. Et le programme, si vous le découvrirez avec cet épisode, amène cette richesse-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour parler de l'Eurovision, des chansons, on vous apporte aussi un angle de lecture différent. Et on a voulu commencer d'ailleurs ce programme sur l'origine de l'Eurovision. Et moi, s'il y a un fait aujourd'hui que je voudrais célébrer ensemble, c'est que 2022 a été une année extraordinaire. 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 Pour la reine Elisabeth. Voilà, j'en étais J'en étais sûr J'en et certain. étais sûr. Parce que couronnement de la reine Elisabeth 1953, hein, je me rappellerai toujours. Exactement. Et donc premier événement télévisé retransmis sur Sur le réseau Eurovision, avec des câbles, souvenez-vous, qu'ils ont branchés exactement à sur l'arrache. Comment s'appelait d'ailleurs l'organisme qui L'Union Européenne de Radio-Télévision. Merci Quentin, parce que c'est certainement, si vous nous avez suivis tout au long de cette saison, C'est l'acronyme. c'est certainement le mot que Quentin a le plus répété dans cette émission de manière ultra rapide, comme ceci par exemple, Union Européenne de Radio-Télévision. ou alors plus lente. Union Européenne de Radio-Télévision. Alors, tu crois pas si bien dire, parce que pour la petite anecdote, j'ai compté le nombre de fois où Seigneur. Quentin a C'est dit ce les qu'on mots va fêter mon Union jubilé. Européenne de Radio-Télévision. Est-ce que, à votre avis, tiens, on va faire un quiz. Donne-moi un chiffre et je te dis si c'est plus ou si c'est moins. Tu veux dire Dans tous les épisodes. Dans tous les épisodes depuis le lancement de 12 points. Allez, moi je dis 57. Un peu moins. 34.
On n'est pas loin. Mais je compte Tu as dans dit- ma tête. je mets des barres. Tu as prononcé le mot Union européenne de radio-télévision depuis le début de 12 points 32 fois. Mais non, mais c'est pas possible. Donc voilà, sachez-le, l'Eurovision, avant d'être un programme de chansons, est ce conglomérat technique des chaînes de publiques Ouais. européennes de télévision Qui coopèrent techniquement. coopèrent pour essayer d'améliorer aussi leur qualité de broadcasting. Ouais. Et n'oublions pas aussi la bourse d'échange, le Netflix avant l'heure, souvenez-vous. Hein. Et ça existe toujours d'ailleurs. Hein. Alors, il y a un fait très rigolo que nous avait raconté Benjamin lorsque nous avions eu la chance de visiter les côtés coulisses, les coulisses de l'Eurovision à Turin. Et notamment toute la régie technique, sur lesquelles je voudrais revenir, notamment par rapport, encore une fois, à la reine d'Angleterre, qui reste très présente dans l'Eurovision. Figurez-vous que l'Union européenne de radio-télévision, pour pouvoir diffuser comme ça des grands programmes un peu live et sur tous les réseaux de télévision, dispose d'un réseau câblé mondial avec des bornes un peu accessibles partout dans le monde sur lesquelles en fait viennent se brancher notamment les opérateurs et les Les chaînes de télé, télédiffuseurs quoi. quand ils ont besoin de faire des lives en direct pour leurs journaux télévisés, etc., etc. Je rêve que Benjamin puisse vous en dire beaucoup plus en saison 2 lors d'un épisode dédié à la technique autour de l'Eurovision. Mais sachez, mes amis, sachez qu'à l'occasion du jubilé de la reine, Ça a été ils ont dû utilisé. ouvrir cette petite borne Tu m'étonnes. devant Buckingham Palace. Donc voilà, encore un gros bisou à toute l'Union européenne de Radio-télévision. et en anglais European Olé. European Prends Broadcasting une gorgée de Union. spritz parce que je sens que tu as le gosier sec. Donc l'Eurovision, si vous avez envie de savoir d'où elle vient et ce qu'elle cherchait à faire dès le départ, c'est notre épisode 1, les origines de l'Eurovision, qu'il faut écouter. Et alors on a enchaîné. Et alors les amis, on a... L'épisode 0. Et puis qui est un épisode 0 qui n'a pas été Ah la diffusé. vache, mais je l'avais oublié. Oui, Oui. oui. Ah oui, j'avais refusé la diffusion de cet épisode. T'avais mis tout ton à fait. veto. Ah, j'avais complètement mis mon veto. À défaut de diffuser celui-là, on a voulu quand même commenter l'Eurovision, la toute première, celle de 1956. Est-ce que vous vous souvenez Lisa Il y a Sia. les flonflons. Lisa Sia, la C'était pas bien. Suissesse. Oh, qu'est-ce que c'était chiant. Moi, je suis pas Et d'accord. surtout, sauf que- et surtout le vol des votes. Le C'était- vol des votes Alors, par la c'était Suisse. n'importe tout à quoi. fait. Non, mais c'est vrai que le programme a énormément évolué. Tant Et alors, mieux. je voudrais ouvrir une parenthèse néanmoins, parce que à l'issue des origines de l'Eurovision et de l'Eurovision 1956, quel était le but premier en fait de ce programme? Quentin, rappelle-le-nous. Je sais que tu veux parler de ce mot. Oui, que tu dis très souvent Oui, également. alors peut-être moins souvent que 32 fois Union européenne de Mais radio-télévision. il a été prononcé. Attention, 3, 2, 1, vas-y. Euphémiser Les tensions entre les géopolitiques peuples. entre les peuples et les États. Bien oui, sûr. c'était Tout à fait. ça. Il y a une chose notamment moi que j'ai trouvé notoire tout au long de la production de cette émission, c'est qu'on a eu l'occasion d'interviewer et de rencontrer des Européens qui regardent le programme. On leur a posé la question à plusieurs reprises, à commencer par Alice dans notre dernier épisode, comment en fait l'Eurovision est perçue dans ton pays. Mais en fait, moi ce que je note, c'est que l'Eurovision est aujourd'hui le seul et unique programme européen qui, maintenant, en 2022, a une aura générationnelle. C'est-à-dire que tout le monde connaît à 30 piges. Tu vas poser la question à un mec qui a 30 piges et qui se trouve en Lituanie, en Islande ou en Espagne. Ok, est-ce que tu connais l'Eurovision? Tout le monde te dira oui à défaut de le regarder, mais en tout cas, tout le monde le connaît. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est une vraie réussite parce que c'est le seul en fait objet culturel populaire. Quand je dis populaire, c'est vraiment au sens positif du terme. C'est pas c'est la populace. C'est pas l'arrogance académique Pas du dont tu tout. fais preuve dans Non, plusieurs épisodes. C'est populaire au sens de vraiment. Ça réunit les générations, ça réunit les classes sociales, tout le monde regarde. Alors, même sans se l'avouer. Alors, la France, il y a un petit, comme tu le disais, il y a un. C'est difficile de le refaire revenir un peu sur le devant de la scène, mais dans d'autres pays, ça fait 15 millions d'audience. Vraiment, tout le monde regarde. Voilà. Et personne s'en cache, personne n'en a honte. Et donc, moi, c'est ce qui m'a permis aussi d'être beaucoup plus fier de ce que je défendais en faisant ce programme. C'est que je me suis rendu compte à quel point l'Eurovision avait une dimension autre que celle du divertissement. Alors attention, on ne veut pas donner une valeur qui soit trop forte à ce qu'il est. Ça reste un concours de chansons, etc. Mais néanmoins, je trouve que d'un point de vue européen, ça reste très fort sur la sensibilité qu'on peut avoir à se sentir appartenir à quelque chose. Tout en gardant
tout en gardant, et ça j'insiste bien, l'éclectisme des différentes cultures qui habitent ce territoire. Et par moments, on le regrette. Mais du coup, Les tu vois, Moldaves. Par exemple. là, en fait, là, il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'on entend depuis quelques mois la création, après par exemple l'American Song Contest, dont on reviendra d'ailleurs dessus, la création du Canadian Song Contest. La RTVE qui vient d'annoncer qu'elle travaille au lancement du Latin America Song Contest. Pour l'Amérique du Sud. Ouais. Tout s'accélère d'un coup. C'est génial, et en même temps, je trouve qu'on n'arrivera pas avec ce genre de concours qui exclut des pays qui ne sont pas de leur territoire, cette différence culturelle qui fait qu'au-delà du concours de chant, on se sent appartenir à un événement qui est plus grand que juste le concours de chant. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Alors, dans pour les l'explication? États-Unis et le Canada, je comprends parce que c'est un concours national, enfin, pour les États-Unis et le Canada. Pour la RTV, donc la chaîne espagnole, pour l'Amérique du Sud, ce que je crois comprendre, on n'a pas les détails, on ne sait pas encore précisément, mais ce que je crois comprendre, c'est qu'il y aurait une vingtaine de pays d'Amérique du Sud. Donc là, ça ressemblerait davantage à l'Eurovision qu'on connaît nous. Effectivement, les États-Unis et le Canada, quand c'est un État qui fait un concours Eurovision pour un seul pays, forcément, l'idée originelle de l'Eurovision européenne, ça marche pas. Ouais. Ça marche que quand il y a une quinzaine de pays qui concourent les uns contre les autres. Non, mais c'est surtout rappelons-nous que la volonté principale de l'Eurovision était post-Deuxième Guerre mondiale d'un peu atténuer euphémiser les tensions. Mais du coup, c'est quoi ton propos? C'est que tu penses que comme on le projette en Amérique du Sud, où il n'y a pas eu de telles tensions comme avant nous en Europe, ça ne prendra pas parce qu'il n'y a pas de message politique derrière? Non, c'est pas ce que je dis. Moi, je pense qu'il a peur qu'il y ait trop de Jennifer Lopez et de Shakira qui émergent. Ben, en fait, Je pense que Chanel va y aller. C'est-à-dire que en fait, c'est Latin America, c'est pas South America, donc il faudra voir qui participe au concours. Mais Je trouve que ça ferme des portes en vrai. Exactement. Ok, je vois. C'est-à-dire je vois qu'en ce que fait, tu veux dire. Latin American Song Contest, est-ce que tu peux faire venir de la country? Est-ce que tu peux faire venir de la pop? Est-ce qu'ils s'attendent à voir que de la salsa? Enfin, tu vois, à l'inverse de l'Eurovision qui, justement, a cette ouverture d'esprit sur la chanson, tu peux très bien venir avec une chanson tradie, comme de la pop, comme du jazz, comme n'importe quoi. C'est ce qui fait l'esprit du concours, et la majorité des gens regardent le programme aussi parce qu'ils veulent voir un truc un peu qui sort. La Moldavie n'aurait pas eu le score qu'elle a eu si les gens ne s'attendaient pas à voir ce genre de choses à l'Eurovision. Je comprends du coup ton propos. Et du coup, propos. l'American Song Contest me dérange, le Latin American Song Contest me dérange. Faites j'en sais rien, un America Song Contest sur l'ensemble du territoire. Alors, je comprends du coup mieux ton propos et malheureusement, alors on en reparlera de l'American Song Contest, mais la chanson qui a gagné l'American Song Contest, c'est de la K-pop. C'est de la pop coréenne. Donc c'est que c'est possible. C'est possible d'envoyer autre chose que de la country américaine ou de la Taylor Swift et de la je sais pas, de la Katy Perry de Californie. Ça reste de la pop. Ah, complètement. Mais tout comme du coup tout comme les chansons européennes à l'Eurovision qui sont une, attention, encore un mot académique, qui sont une sorte de syncrétisme culturel. C'est une espèce de... ça y est, j'ai crevé. C'est une forme de glocalisation, c'est-à-dire que... De quoi? De glocalisation. C'est un mélange de globalisation. Comme glauque? Non, de globalisation et de localisation. En gros, les chansons, je sais pas, lituaniennes, espagnoles, c'est une espèce de pop tout venante avec des éléments nationaux. C'est une espèce de mélange. Un aigle pour l'Albanie. Par exemple. Par exemple. Donc en fait, je trouve que ton propos, que je partage, mais en fait, on l'a déjà. Sauf là, la Moldavie, c'est un truc de niche. Mais même quand la France envoie Voilà l'année dernière avec Barbara Pravi, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, on fait du branding national, on fait de la chanson française. La môme bien. Mais voilà, tu vois, chacun joue sur son stéréotype. Et par contre, la fois d'après, cette année, on envoie une espèce de rêve techno en breton. De la merde. Se lance. J'en suis à mon 3e spritz. Mais du coup, ton propos, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, je pense qu'on a un point de vue biaisé parce que nous, on est dans l'Eurovision en Europe. Et en fait, c'est la même chose.
c'est de la pop mondiale, enfin c'est de la pop occidentale d'origine américaine pour bon nombre de chansons. Pas toutes, hein, mais pour bon nombre. En tout cas, restons attentifs au développement de cette marque Eurovision qui est clairement aujourd'hui Bien sûr, instaurée. parce que l'American Song Contest a montré que C'était pas bien. C'était vraiment chouette de faire ça. Nous devions en parler initialement. Nous n'en parlerons pas. Non, mais on va quand même dire aux auditeurs aussi l'année idéale pour nous de sortir 12 points, c'était parce qu'il y avait l'Eurovision Junior à Paris, que l'American Song Contest sortait, qu'on était arrivé deuxième. En fait, on s'est dit, il faut qu'on en parle. Et c'est comme ça qu'on a décidé aussi de lancer 12 points. Ah bon? Moi, je me rappelle que c'est Thomas sur un canapé à moitié bourré qui m'a dit mais vous parlez de l'Eurovision tout le temps avec Quentin, vous voulez pas qu'on fasse un truc? C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y avait un contexte, il y avait une fenêtre d'opportunité où il fallait y foncer, quoi. Et en fait, l'American Song Contest, j'ai pris la décision de ne pas en parler parce que ça a été un flop total. Alors les audiences, on en parle juste 10 secondes. Vous imaginez un téléfilm France 3 l'après-midi, c'est ça, 1 200 000 personnes chaque soir. À l'échelle des États-Unis. À l'échelle des ça a été une États-Unis. catastrophe. Ouais. Donc on ne sait même pas d'ailleurs s'il y aura une saison 2, ça n'a pas été annoncé. Ça sent pas bon. Hein. En tout cas, si l'Eurovision vous intéresse, évidemment, les épisodes 3, 4 expliquent les règles actuelles du concours et on vous invite à du coup aller au-delà de juste les origines. Alors, évoquons aujourd'hui aussi l'actualité autour de l'Eurovision. Il le faut. Il le faut. Surtout que là, pour le coup, il y a de l'actu. Il y a Oui, vraiment de l'actu. exactement. L'Ukraine gagne l'Eurovision 2022. Bravo. Mais effectivement, nous sommes tous ensemble un peu pas naïfs et on sait pertinemment que l'Eurovision n'aura pas lieu en Ukraine l'année prochaine. Ça pour des semble raisons. Ça semble compliqué. Le soir même, hein, souvenez-vous, bon, on est un petit peu pompette, mais on se le dit tout de suite, on se dit, ce n'est techniquement pas possible. Nous qu'avons fait la visite des coulisses de Oui, l'Eurovision, tout à fait, oui. vu le barnum technique, financier, technologique en termes de sécurité, il y a des satellites, il y a de la police. C'est pas possible qu'un État en guerre, c'est pas possible. Alors, avant même qu'on sache l'information, mais c'est pas possible potentiellement que l'Ukraine organise. L'Union européenne de radio-télévision, je mettrai un compteur, 33. tu vois, Oui, je t'en supplie. a annoncé justement que après réflexion, n'organiserait pas l'Eurovision l'année prochaine en Ukraine pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. Les voix se sont élevées sur le fait que c'était assez triste que l'Union européenne ait pris cet acte parce que en fait ça condamne un peu l'Ukraine à une situation qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on n'envisage pas la paix en Ukraine à court terme. Oui, tout à fait. Le problème étant qu'il y a 1 an de préparation. Donc, quand bien même, il y aurait, Exactement. quand bien même 3 mois avant, il y aurait la paix, on ne peut pas organiser en 3 mois. Et ce que Benjamin nous disait, c'est qu'en fait, tous les branchements, les choses comme ça, se font Exactement. 6 mois à l'avance. C'est ça. hein, Donc, en fait, donc, c'est vraiment une organisation sur 1 an. Donc, c'est maintenant qu'il faudrait qu'il y ait un apaisement officiel et total et durable. Malheureusement, c'est pas le cas. Alors c'est vrai qu'on aurait pu poser la question de se dire oui, mais ok, rien ne nous empêche de faire un Eurovision à moindre échelle. C'est-à-dire que rien ne nous empêche de faire une Eurovision à l'ancienne, comme dans les années 90, dans un je suis théâtre. pas Ça, d'accord. en fait, je suis pas d'accord, malheureusement, ça changerait pas grand-chose parce que quand bien même ça serait en format réduit, dans un petit théâtre où il y a 2000 personnes et pas 15 000, quand bien même ça serait en format réduit, s'il y a, ça m'attriste de le dire, mais s'il y a un bombardement, c'est fini. En fait, on ne fait plus rien. Et alors, malheureusement, en espérant qu'il n'y aurait pas de blessés ou de morts, mais on imagine l'image que ça donnerait. Et je ne vous parle pas du concours, je parle vraiment du pays, à savoir, en gros, une célébration de joie, de rencontres entre pays qui est bombardée. C'est pas possible. Quel enfer. Techniquement, ce n'est pas Et possible. quand bien même, encore une fois, tu as raison, dans un mois, la guerre se termine, admettons, c'est une telle gagueur technique à organiser qu'il faut acter aujourd'hui d'où ça se passera, parce qu'on a besoin d'aller rechercher les prestataires, Exactement. parce qu'on a besoin de réserver les lieux, parce qu'on a besoin de lancer tout ce qui est com, parce qu'on Et a alors, besoin... on va où, les garçons? Alors, parce qu'il aussi il faut des moyens techniques, il faut des camions régis. Enfin, c'est gigantesque. Je relance ma question. Et Oui. alors, on va où, les garçons? Alors, je pense que tout le monde a bien compris dès le début que c'était pas l'Ukraine qui allait organiser. Moi, J'y j'ai arrive. compris. Et le fait est que plusieurs pays ont candidaté. Beaucoup de pays ont candidaté, Avant même oui. que l'UER annonce que l'Ukraine n'organiserait pas, plusieurs pays ont candidaté. L'Espagne a candidaté, la Belgique a candidaté, l'Italie a recandidaté, Ah oui, on sait. le Royaume-Uni a recandidaté. I'm a a candidaté. spaceman.
Et l'Union étrangement, européenne la de France a télévision. fermé sa gueule. Alors, il semblerait qu'ils se soient positionnés quand même. on s'est positionné. Enfin, je pense que par contre, l'ordre d'arrivée a dû impacter. Sans déconner. Et puis comme on a organisé l'Eurovision Junior cette année, je pense qu'en gros, l'Union européenne de C'est bon, radio-télévision on a une autre chance. a dû se dire bon, on va le donner à quelqu'un d'autre. Et l'Union européenne de radio-télévision a déclaré qu'il y avait des discussions officielles qui étaient lancées avec la BBC. Donc, il semblerait, alors on n'a pas tous les détails, on ne sait pas si ça va être une production 100% anglaise ou il semble, je pense, moi je mets une petite Tu veux pièce. dire les vrais gagnants de cette année? Les vrais gagnants du jury. Non, les vrais gagnants de cette année. En revanche, il semblerait qu'une tentative de discussion se fasse pour que ça soit une co-organisation entre l'Union européenne aux télévisions chaque année, la BBC plus le télédiffuseur ukrainien. C'est-à-dire que l'Ukraine puisse bénéficier de la stabilité de la BBC, où on sait qu'en gros, il n'y aura pas de problème technique, on peut s'organiser. En théorie, et c'est oui. les Ukrainiens qui vont choisir la scène, qui vont choisir les... Peut-être D'accord. même qu'il y aurait un présentateur ukrainien Ben, bien et un sûr, présentateur britannique, D'accord. pour qu'il y ait une sorte de co-organisation Royaume-Uni-Ukraine. Et je pense franchement que c'est le meilleur Oui, choix oui, possible. c'est une bonne je idée, pense c'est vraiment une que très c'est le bonne meilleur idée. choix Avec toi. possible. Il ne faut pas que ça soit 100% Royaume-Uni Et non puis plus. on ira à Londres. Alors, par contre, c'est ça qui est sûr que ça intéressant. sera pas Londres. Non, je ne suis pas sûr que ce soit pas Londres. C'est la bataille des villes. On revient dans le schéma de l'année dernière de Oui, Turin. avec Rome, Avec Turin, Rome, voilà. Milan. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a Milesbury, on a Wolverhampton, on a Édimbourg, on a Londres, Brighton on a aussi. Brighton. Enfin, on a un Glasgow. nombre. On a un nombre I was incalculable sick and de tired of villes. everything when I Qui called sont you last en night train. from Glasgow. Excusez-moi, à chaque fois que j'entends Glasgow, je pense à Abba. Ah, ça me met la puce à Mais l'oreille. effectivement, Qu'est-ce qu'il comme a, chaque lui année, en fait, comme chaque année depuis quelques années, comme il y a, vous le savez, on en a parlé déjà pour Turin, en route pour Turin, il y a des enjeux financiers derrière. Quand une ville organise, il y a 100 000 touristes qui vont arriver, il y a des nuits d'hôtel, il y a des restaurants, etc. Donc les villes britanniques se battent pour organiser l'Eurovision. Alors, Ce qui est bien, c'est qu'à Londres, les logements sont pas chers. Mais justement, alors, à tous les officiels qui écoutent 12 points et qui vivent actuellement en Angleterre, Nous sommes là pour vous. non, mais ce que je veux dire, c'est s'il vous plaît, faites en sorte que l'Eurovision Village soit en capacité d'accueillir Oui, s'il le vous plaît. monde présent. S'il vous plaît. mais les Dans la Anglais, ville. Les Anglais, ils on ont l'a des vu, parcs, on ils l'a ont des vu. parcs énormes. Oui, puis on l'a vu avec le Jubilé de la Reine, on l'a vu avec Ah tous oui, tous oui, les ils savent faire. tous les festivals qui sont Oui. au Royaume-Uni, ils savent faire. Ils Oui. savent gérer des foules de 30 000 personnes. Ce qu'après, Écoute, oui, ils Turin ne servent savait le pas bœuf avec la sauce à la menthe, mais ils savent organiser les événements. hein. On Eh bien, n'ira pas écoutez. pour les aspects culinaires, mais on ira pour. Serrons les fesses et attendons. Là, non, là, dans quelques semaines, quelques On va mois, le je savoir crois très qu'ils vite. ont annoncé On va le savoir début très août. vite. Oui. Dans quel pays sera organisée l'Eurovision 2023? Alors, la grande rencontre de cette année aura été celle d'Élodie Gossuin. Dans le cadre de l'Eurovision Junior. Encore un grand moment pour nous, puisqu'on a pu le couvrir en direct depuis la scène musicale. Et même si moi, j'avais jamais vu de ma vie l'Eurovision Junior, je dois avouer que j'étais dans un état... Proche de l'Ohio. Heureusement que Vincent, tu étais là pour me faire redescendre sur terre. Ah ben, c'est-à-dire qu'en fait, Il moi, il y a était des extatique. forcément, il y a des chiens qui chantent, hein, donc en fait, si tu veux, difficile d'être overwhelmed, on va dire. hein. Alors, c'est vrai que c'était intéressant à suivre pour plusieurs raisons. La première, parce que ça nous a appris aussi à mettre le premier pied dans le milieu médiatique. Mais c'était surtout de pouvoir mesurer l'impact que peut avoir l'Eurovision sur la sphère européenne. Et là, on a des pays comme le Kazakhstan qui participent, la Russie, à sa dernière participation à un concours Eurovision de la My chanson. friend. Et puis, cette liesse populaire, quand on se retrouve en fosse, à pouvoir agiter des petits drapeaux tout le long du programme, quand bien même ce sont des enfants qui chantent. T'entends la vidéo, mais on était plutôt contents. J'étais surexcité. Non, franchement, moi j'ai été ravi de pouvoir participer à cette émission. Ça avait lieu à Paris. Forcément, tu t'es galvanisé par le fait de pouvoir l'accueillir sur ton territoire. C'est un programme qui sera peut-être pas aussi chroniqué et suivi l'année prochaine que nous avons pu le faire cette année, mais néanmoins, voilà un grand plaisir pour moi d'y participer.
Mais c'est vrai que c'était l'occasion. Franchement, voilà, c'est en France, on en profite, c'est juste à côté de chez nous. Enfin bon, voilà. Mais comme tu le dis, bon, on n'ira pas à Yerevan en Arménie en décembre prochain. Et Pourtant, c'est un peuple qui a beaucoup souffert. C'est vrai, et qui souffre toujours d'ailleurs. Mais pour le coup, je ne sais pas si... Voilà, on ne garantit pas la couverture de l'Eurovision Junior 2022. Du coup, Alors, on ne garantit rien. L'Arménie est un peuple qui souffre, toujours, Ouais. parce qu'elle est en conflit avec... L'Azerbaïdjan, bien sûr. La transition est parfaite. La transition Thomas. est parfaite. Parce que nous allons parler de... L'épisode... Quand la géopolitique s'invite à l'Eurovision. Alors là, inutile de vous dire que Quentin a fait 3 gouttes dans son slip, puisque c'est son épisode, hein, on va pas se mentir, c'est le sien, il l'aime. Enfin, il l'a défendu bec et ongles, et je veux un épisode sur la géopolitique, je veux un épisode... Alors, on lui a dit, écoute, Quentin, il y a trop à dire, on va faire en 2 parties, parce que bon, voilà, on était en plus en plein dans l'Ukraine et la Russie, etc., machin. Donc du coup, évidemment que Quentin reviendra la saison prochaine avec d'autres anecdotes géopolitiques. D'autres conflits. Ou, si vous avez pu remarquer d'ailleurs, si vous écoutez cet épisode, je ferme copieusement ma gueule. Voilà. Alors, moi, c'est tout à fait l'axe que je souhaitais donner à ce podcast aussi, c'est-à-dire d'ouvrir les champs d'analyse à autre chose que l'actualité autour de l'Eurovision. Et ça, c'est un axe que je continuerai à défendre l'année prochaine, c'est-à-dire que oui, effectivement, 12 points, on pourrait être présent à chaque fois qu'il y a une annonce qui se fait, la commenter en direct, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse à faire. On le fait pour l'événement live, peut-être, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus en profondeur dans l'analyse. Et évoquer la géopolitique autour de l'Eurovision, aujourd'hui, tout le monde le fait. Le Monde a fait un papier dans son magazine M. Il a fait la une. A fait la une là-dessus. Il y a L'autre concert des nations avec le siège de l'ONU et le siège de micro de l'ONU et le l'Eurovision micro de dessus. l'Eurovision en plein Exactement. milieu. Et c'était un très bon article qui montre que la presse sérieuse, comme Le Monde, prend au sérieux aussi le concours. Bien sûr, il y a aussi des paillettes de glamour et ce on peut rire parce que ça en fait partie aussi du show. Mais l'Eurovision, c'est aussi une plateforme politique où il y a des messages qui sont envoyés. Et puis bon, je pense qu'on ne peut pas passer à côté, mais cette année, la victoire de l'Ukraine est justement, il y a un coup de projecteur gigantesque sur cet aspect politique, géopolitique, même si on a été dans le débrief de l'Eurovision 2022 assez critique, en tout cas pour ma part, et on en reparlera du coup là aussi dans cet épisode. Peut-être que trop de politique tue la politique à l'Eurovision aussi. On en parlera un petit peu plus tard. Tu parlais des médias sérieux qui se mettaient à traiter de l'Eurovision sur un angle différent, ou en tout cas qui osaient en parler. Et je fais l'analogie par rapport à ma propre personne d'ailleurs, pour être très honnête avec vous. On remerciera Fabien d'avoir participé de nombreuses fois à notre émission qui justement fait partie de cette équipe de journalistes qui tentent depuis des années d'arriver à défendre un propos de l'Eurovision qui soit autre que le côté ringard, paillettes, etc., que la France en fait s'obstine à présenter. Oui, mais pourquoi, Thomas? Tu vois, il y a aussi cette chose-là, c'est-à-dire que la France étant un vieux pays, hein, je pense je vais me faire flageller si je dis ça, où il y a plus de conflits finalement internationaux ou nationaux, etc. Machin. Forcément, ils sont dans une Eurovision un peu plus smooth, quoi. Ils ont rien à dire. Je pense qu'il y a une vraie arrogance culturelle. Je pense qu'il y a un vrai rejet de vous êtes impossible. Non, mais c'est parce que c'est vrai, il y a un vrai rejet justement de tout ce qui est populaire, de tout divertissement populaire. Là où à l'inverse, l'Allemagne ou l'Italie prennent au sérieux le concours. La presse allemande et la presse italienne, bon, l'Italie cette année 2022, mais même les années précédentes, ils prennent au sérieux le concours. On ne parle pas de la Suède. Oui, ils ont pris au sérieux, on a quand même failli crever dans une queue à l'Eurovision Village. Bon. C'est vrai. Titre. Dans une queue, vraiment. T'as vu la saison 3 de The Boys ou pas? Oh la vache, oui, j'ai vu le... Dans une queue. Premier épisode. C'est le premier. Tu regarderas. C'est affreux. Alors, même les médias qui ont l'habitude d'avoir des critiques acerbes sur l'Eurovision et qui gardent leur chronique à ce sujet ont eu aujourd'hui des fenêtres de tir pour prendre le concours un peu plus au sérieux. À commencer par Quotidien. Tout à fait, oui. Il y a eu effectivement le Étienne Charbonnier qui s'est foutu de la gueule de comment on chantait, etc. Mais on a la chroniqueuse Ambre Chalumeau qui a fait une chronique très intelligente sur l'impact de l'Eurovision dans les pays. Mais qui reprenait du coup l'article du Monde Absolument. à ce moment-là. C'était en fait
limite, elle lisait l'article. C'était la même chose. Mais Oui, c'est bien parce rappelons que l'article du Monde n'a fait que poser à l'écrit ce qu'on a dit dans notre épisode. Oui, alors après le Sur la Monde, géopolitique. après le Monde, chaque année, fait un article sérieux sur l'Eurovision, depuis une dizaine d'années. Non, Mais évidemment, en tout je cas, par plaisante. contre, je suis tout à fait d'accord avec toi, Thomas, parce que Quotidien, pour la première fois, ils ont fait une chronique sérieuse sur l'Eurovision. Quand bien même, on s'en fiche qu'ils aient repris Enfin, l'article du Monde. pardon, ils ont fait une chronique sérieuse. Fallait voir la gueule de Barthez quand même. Oui, hein. il ricanait à moitié avec son air un peu entendu. Mais écoute, c'est passé. Oui, c'est passé. Et pour le public plutôt jeune de Quotidien, etc., je me dis que si eux peuvent comprendre qu'en gros, ben non, en fait, il y a des enjeux au-delà juste de qui va gagner l'Eurovision dans une année classique. Pour moi, tu vois, ça fait partie des symboles qui me font dire ok, la France, elle est un prémisse d'un changement. Quand je vois Chanel qui arrive 2 jours après sur la Plaza de Mayor à Madrid, noir de monde pour l'accueillir et l'acclamer, tout le monde connaissant la chanson. Quand je vois Sam Ryder qui est convoqué pour pouvoir chanter devant la reine pour le jubilé, qui pareil était à 2 doigts d'arriver au top 1 de Spotify juste avant que l'autre il sorte son album. Harry Styles. Ouais, Harry Styles sorte son album. Que pareil, en Italie, Mahmoud arrête pas de continuer à faire des concerts de ouf et comme Blanco, enfin d'être hyper connu. Enfin, tu vois, de me dire que Mais parce les que Brividi, pays c'est une bonne chanson. du G5, je dis G5, Du Big on m'a Five. repris plein de fois. Non, c'est du Big Five, Thomas. Les pays du Big Five, en fait, peuvent créer l'événement autour de l'Eurovision. Mais pas Peuvent créer l'Allemagne. quelque chose. Mais pas l'Allemagne et pas la France. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'y prend comme des cons. En fait, je pense que pour intéresser les gens au programme, il faut faire un télécrochet. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui ferait que ça fonctionne. Aujourd'hui, tous les pays fonctionnent parce qu'ils ont une culture. Et on rejoint un peu la réflexion sur... Ils ont une culture de la chanson populaire. L'Angleterre... C'est peu de le dire. Enfin, franchement, toute la pop vient de l'Angleterre. Oui, mais- la mais comédie c'est- musicale oui, vient de C'est l'Angleterre. des faiseurs de tubes, c'est pour ça Oui. aussi. hein. Ce qui était du coup, ce qui était complètement paradoxal, sachant que ce pays-là a une usine, enfin a des usines, Oui. à des usines à disques, à des usines Et qui à sortaient de la artistes, merde et depuis qu'ils des années envoyaient et de des la années. merde. ouais. Et là, cette année, ils changent de prestataire pour en studio, en maison de disques. Bam, ils terminent 2e. Donc en fait, tous les ans, ils peuvent terminer 2e, voire gagner très régulièrement s'ils prennent le concours au sérieux. On en revient, je suis d'accord avec toi, on en revient toujours à ça. Et donc du coup, on vous invite à écouter notre épisode sur l'Eurovision est-elle ringarde que nous avons traité cette année en 2021 et qui, je pense, aura une réflexion qui continuera d'évoluer compte tenu de l'investissement que fera France Télévisions dans le programme. Et pourquoi Thomas ? Parce que c'était certainement le meilleur billet hurleuse de la saison avec Carola. Carola, c'était très Alors, drôle. effectivement, Vincent, parlons-en des billets Bon, hurleuses. vraiment, il faut qu'on en parle. Je pense qu'il faut Alors- qu'on fasse une émission dessus. Ah, arrêtez. Alors, moi, je voudrais quand même te dire une chose. Oh te- merde, allez, ça y est, c'est parti. Oui. Je prends une gorgée. C'est te remercier pour tes billets hurleuses qui sont incroyables et qui rencontrent leur public. Sache que nous avons de très nombreux fans de tes billets hurleuses tout au long des épisodes. Et d'ailleurs, je vous annonce On ouvre une cagnotte. sur Patreon pour avoir des billets inédits. Un OnlyFans, hein, selon Quentin. Alors, ceci dit, blague à part, nous avons un vrai Patreon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour remettre en avant ce talent que tu as de écrire, partager et mettre en scène tes billets, tout cet été, retrouvez chaque semaine sur 12 points dans votre flux de podcast les billets hurleuses de C'est mérité. Vincent. Bien sûr que c'est mérité. merci, je suis ravi. On Je- apprend des choses. Je suis un peu honoré. Du coup, j'ai envie de dire, parce que c'était un peu l'émission, oui, ok, bilan, fin d'année, etc. Je me suis permis d'écrire quelque chose. Ah Bon, bah, Première nouvelle. jingle. Allez, jingle. C'est la fin. Qu'est-ce que c'est que cette matière C'est de la merde. Un monde en paix. Bien sûr que tu te rhabilles, évidemment que tu te rhabilles. Les gros monsieur d'abord. Un châtiment plus fort pour la violation des conditionnels. Dis donc le gros, tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non? Et Tu as mangé du Nutella. un monde en paix. Oh, c'est de la merde. J'avais su, Elle a bouffé de la merde. Oui, j'ai bricolé un petit jingle parce qu'en fait, voilà, ça n'a rien à voir avec les hurleux, ça n'a rien à voir avec le what the fuck. Mais donc, du coup, en fait, ça a un rapport avec
ça. Bon. Quentin. Thomas. Vincent. On va pas se mentir, hein, je sais pas ce que je fous ici. Hein. On m'a invité à faire une ultime émission sans vraiment me dire de quoi elle allait parler, sans vraiment le thème. Alors que, pardon, hein, mais en tant que média d'opinion et de divertissement, nous avons habitué les auditeurs et auditrices de 12 points à du contenu de qualité. Ah si, excusez-moi. Moi, je me souviens des moments les plus importants de cette année passée avec 12 points. Hein. Par exemple, le couronnement de la reine Elisabeth en 1953. Hein. Mes billets hurleux, divertissants, enrichissants et parfois inaudibles. Hein. L'arrogance académique de Quentin durant l'épisode sur la géopolitique. Ou encore les rares fois où j'ai fait les chroniques Instant Élodie Gossuin, qui m'ont d'ailleurs consacré meilleur chroniqueur de 12 points selon Femme Actuelle juin 2022, avec un couverture Rachida Dati qui nous livre les secrets de son summer body. Cette semaine dans Femme Actuelle, moins 2 kilos illico avec notre nouveau régime souple, facile et gourmand. Oh putain. Ah mais j'ai compris Thomas. T'es trop heureux de vouloir me faire descendre de mon socle, hein, j'ai compris. Hein, je le vois dans ton petit œil chassieux et ton sourire carnassier tel Marine Le Pen en gilet de sauvetage sur un radeau de réfugiés avec une hache. J'ai compris. Cette table, ces rires, j'ai compris. Tu m'as invité à un goûter de fin d'année. C'est les jeux de société. Alors oui. Vous allez me dire encore que j'aime rien, que je râle, que je suis une vieille rombière, mais s'il y a bien une chose que je hais autant que les enfants qui chantent, c'est bien les goûters de fin d'année, qui d'ailleurs sont assez souvent corrélés. Hein. Ah si. S'il y a un goûter, il y a des chiards. Hein. Et s'il y a des chiards, il y a quand même une chance sur qui nous fasse un petit spectacle. Et ça, moi, vous me connaissez assez maintenant pour savoir que c'est épidermique. Ça me colle du urticaire. Ça suffit à me transformer en Superman devant un bon bol de kryptonite. Si j'aime pas les goûters de fin d'année, c'est parce que j'ai jamais vraiment compris le concept. Non seulement tu dois te lever pour aller à l'école, ce qui en soi n'est pas non plus la chose qui t'excite le plus quand t'es gamin. Non, Quentin, tout le monde n'est pas comme toi. Hein. Mais en plus, si c'est pour bouffer un bout de 4 quarts sec et du jus de fruits chaud, merci quoi. Enfin... Attends. Pire, tu n'y vas pas dans le cadre de ton cursus scolaire. Ah non. Tu y vas pour éveiller ton esprit avec la chose la plus abyssale que l'homme ait jamais créée. J'ai nommé les jeux de société. Qui est amoureux de toi? Allô? Le téléphone secret, c'est un jeu électronique avec un téléphone qui parle. Pour gagner, appelle les copains, récupère tes indices et devine qui est ton amoureux. Il aime le sport. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est mon secret. Alors qui c'est? C'est Yann, mon copain. Tu as raison, je suis ton admirateur secret. Téléphone secret, il y a toujours un amoureux au bout du fil. C'est génial. Alors ça vraiment, c'est au-dessus de mes forces. Hein, n'essayez même pas de me proposer de taper le carton après un repas. Ou alors pire, un dimanche après-midi de me balancer un innocent. Et si on faisait un Monopoly? Pardon? Ah non mais là nous tombons toutes et tous d'accord, hein. C'est l'invention du démon. Ah si, juste on s'arrête 2 secondes là. Ce jeu-là, le Monopoly là, hein. Alors d'abord t'achètes des rues, hein. Ensuite tu construis tes merdes, et puis après y a pas d'autre mot. Tu fais raquer tes amis. Parce que le but du jeu, c'est d'être plein du pognon que tu auras piqué aux personnes qui sont censées être tes potes, et que tu leur fais tu me dois 100 000 €. Oh, tu les as pas. Oh, pas de chance. Eh ben, hypothèque, connard! Ah, mais oui! Mais waouh! Mais quel concept de ouf! Mais quel exemple pour les générations futures! J'achète une action et je deviens capitaliste. C'est un métier, ça? Ah bah oui, regardez Macron. Hein, si vous voulez me torturer, oubliez le supplice de la goutte ou de la chèvre qui me lèche les pieds. Hein. Foutez-moi plutôt au milieu d'une kermesse de fin d'année avec un chamboule-tout et une pêche au canard, et une estrade ou des saletés de chiards entendent une mauvaise reprise de Fulène. Mais ça vient d'où? L'apothéose. Alors véridique, ça s'est vraiment passé dans une école à Rennes. Comme si l'avant-dernière place n'était pas déjà suffisamment humiliante. Bon alors je sais ce qu'on va me dire et j'exècre cette phrase. Non mais Vincent, toi t'aimes pas les jeux parce que t'as perdu ton âme d'enfant. Ah mais attendez, mais oui. Ah mais bien sûr.
Mais évidemment que j'ai perdu mon âme d'enfant. Et bien, je me rappelle très bien du moment, puisqu'en fait, elle s'est barrée en même temps que ma virginité. Alors, croyez bien que je ne regrette ni l'une ni l'autre. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Et puis, c'est quoi cette manie de se référer à cette âme d'enfant, hein, comme si c'était la quintessence de ce qu'on cherche. Un gosse, ça n'a rien d'innocent. Hein. C'est même très pervers. Ça te pousse dans tes retranchements pour te faire sortir de tes gonds. Ça teste tes limites sans arrêt. Ça écoute pas, ça fait des caprices. Et oui, il y a des colères saines. Et non, je ne me calmerai pas. Et oui, Laura Dern pourra m'interroger comme dans Jurassic Park, je répondrai exactement la même chose que le professeur Grant. Qu'est-ce que t'as contre les gosses? Oh, écoute, ils hurlent, ils foutent le... Bordel, ils coûtent très cher. Minable. Ils puent. Oh non, ils puent pas. Si, T'es de mauvaise les foi. bébés puent. Les bébés puent. Je connais par cœur. J'ai jamais d'ailleurs compris cette quête qui consiste à retrouver son âme d'enfant qui est largement éculée dans la littérature, la poésie et alors aussi et surtout en musique. Et alors là, à l'Eurovision, autant vous dire qu'en France, on est les champions pour ça. Ah bah si, il y a qu'à se plonger dans les archives et déterrer par exemple Frida Bocara qui nous chantait en 1969 « Un jour, un enfant ». Des bras qui ont gardé un regard émerveillé pour les fruits de chaque jour et pour les roses de Alors déjà, Frida, tu baisses d'un ton. Hein. Et c'est pas parce que je vais regarder un mec avec un regard d'enfant qu'il va avoir envie de moi, hein, je vous le garantis. Hein. Non, mais attendez, vous imaginez Bonjour, monsieur. Mon pipi, il me fait mal. Hein. Non, c'est non. On n'oublie pas non plus en 1977 notre Marie-Myriam nationale. Ou plutôt devrais-je dire Alice au pays des merveilles en mauvaise descente de Champy. Évidemment, quel enfant n'a jamais rêvé de se faire picorer le bonbon par un vautour, hein, c'est sûr. Hein. Et bien alors, on a la perle des perles en 1979 avec « Je suis l'enfant soleil » de Anne-Marie David qui nous raconte sa première fois avec le Messie là. Le prêtre Non, le gros barbu en rouge. Il était un homme neige et moi j'étais une enfant soleil. Un Père Noël. Le printemps sur son manège déroulait pour nous ses arcs-en-ciel. Que l'on porte immédiatement plainte contre ce Père Noël des Galeries Lafayette. Tout ça pour vous dire, mes chers amis et collègues, chers auditeurs et auditrices, que si vraiment le sort du monde en dépend et que vous voulez m'inviter à un goûter de fin d'année de vos enfants, prévoyez le coup. Ah, vous en faites pas, ce sont des petites exigences, ma foi, très simples. Il faut que j'ai 1. Suffisamment dormi. 2. Qu'il y ait un stand de gaze sauce andalouse. 3. Une place à l'ombre. 4. Un saladier de sangria bien fraîche et qui sait, peut-être que le vieux morceau de pneu calciné que j'ai à la place du cœur se remémora des temps embrumés où dans la cour de récré de l'école maternelle Saint-Père de Méréville, le petit Vincent qui, sur cette estrade à ce goûter de fin d'année, déguisé en cheval avec une crinière en papier crépon, se sentait bien sur cette scène et imaginait à ce moment-là ce que serait sa vie plus tard. Une vie pour raconter des histoires, pour faire rire les gens, pour transmettre des messages, pour toucher les cœurs, pour parler, hurler, chanter, écrire, jouer, imaginer. Imaginer encore. Ah, et puis merde, ça y est, vous m'avez eu. Allez Thomas, à boule de savane. Imagine avec moi.
l'Eurovision Junior l'année prochaine en Arménie. On ramène le 4 quarts. Non, magnifique. C'était très beau, Vincent. C'était touchant, c'était poétique, c'était toi. Envoyez le jingle. On enchaîne, allez, hop. Allez, on enchaîne. Donc, l'Eurovision est-elle ringarde ou pas? N'hésitez pas à l'écouter. L'Eurovision, c'est aussi, à l'inverse du Latin America Song Contest ou de l'American Song Contest, un gloubi-boulga de langue. Oui. Oui, et on en parle que c'est justement à l'inverse du Latin American Song Contest ou de l'American Song Contest. Là, encore une fois, un melting pot de ce qui fait la différence de ce continent. Ouais, une diversité linguistique. Et donc, dans cet épisode consacré aux langues à l'Eurovision, nous l'évoquons clairement et nous parlons, notamment, souvenez-vous, de la place de l'anglais. Quelle est la place de l'anglais dans le concours et comment son hégémonie transforme ou pas le concours? Alors, une question très intéressante qu'on s'était posée à l'issue de 2021, où le top 5, c'était des gens dans leur langue finalement maternelle. Et bien cette année, le top 5, peu ou prou, on retrouve un peu la même chose. Ouais, mais malheureusement, en fait, effectivement, il y a 3 chansons. Bon, Sam Ryder, on le compte pas. On peut le compter, il est anglais, je suis désolé. Oui, ça compte. Arrêtons d'invisibiliser Sam Ryder, s'il vous plaît, parce que là, vous le faites beaucoup, je trouve. En tout cas, sa langue anglaise, bon voilà. Kalush Orchestra chante en ukrainien, c'est très bien. Chanel chante en espagnol, avec des mots d'anglais. Mais une fois qu'on a passé ça, eh ben, il y a quasiment plus que de l'anglais. Bah oui, regardez, jusqu'à même l'avant-dernière place où on chante en breton. C'était un signal comme quoi il fallait chanter en français et pas en breton. Non, mais en fait, j'ai l'impression que c'est, malheureusement, je pense que c'est vraiment un épiphénomène de quelques pays qui envoient, et ça marche, hein, de chanter dans sa langue, si la chanson va avec. Tu peux chanter dans ta langue, mais si tu envoies une chanson de merde, bah tu finiras dernier ou tu seras pas qualifié. J'aime bien la précaution avec laquelle il utilise le mot merde. Je pense qu'en tant que professeur, il n'ose pas être vulgaire. C'est ça, oui, c'est ça. Il est très propre sur lui. Je peux me faire virer, donc je fais attention. En tout cas, il y a aussi un épisode qui nous a beaucoup plu et qui a reçu une des plus grosses parts d'audience de notre podcast, c'est les stars à l'Eurovision. C'est le mien. C'est le mien. Et là, Vincent, là, je fais l'inverse par rapport à ta remarque sur la géopolitique. C'est là où j'ai a priori rien dit. T'as courageusement fermé ta gueule. Absolument, parce que je les connaissais pas. J'étais en feu. Oui. Mais en fait, j'ai réécouté cet épisode récemment parce que oui, des fois, je réécoute les épisodes. Oui, mais ça nous arrive à tous. Hein. Voilà, en bref, nos meilleurs passages. Des fois, je réécoute. Hein, voilà, je me fais un petit best-of. Et franchement, j'étais en feu. Mais franchement, pardon, excusez-moi, auditeurs et auditrices, arrêtez-moi dans ces cas-là. Alors, en fait, parce que Vincent, t'as pas dit, l'épisode a duré 3 heures. Thomas a fait un montage de feu de Dieu pour que ça tienne en 1 heure. On aurait pu faire 3 épisodes. Inarrêtable. Ah, oh là là, mon Dieu. Parce que vous n'avez pas entendu, mais nous, on a eu la vie de toutes les stars à l'Eurovision. Exactement. Mais Thomas a coupé dans parce que j'étais très déçu, vraiment. Et là, je pense à quelqu'un, voilà, en particulier. C'est-à-dire, on a quand même coupé ce moment où je parlais de la veste rose de Lara Fabian, qui est quand même iconique avec ses grosses épaulettes. Hein, vous voyez. Bon, bref. Si jamais vous êtes curieux, allez voir les images, parce que je vous jure que ça vaut le détour. Mais en tout cas, voilà, 12 points, c'est ça. C'est une approche différente de l'Eurovision. C'est une approche qui se veut moderne, qui se veut dynamique et qui se veut aussi intelligente de l'Eurovision, parce que moi, mon but, en tant que producteur du programme, c'est d'arriver à convaincre ceux qui ne regardent pas le programme de le regarder. C'est vraiment ça, moi, mon but initial. Et je suis très fier, très fier aujourd'hui de pouvoir, Quentin, Vincent et tous ceux qui nous écoutaient depuis le début, annoncer que je pense être arrivé à ce que je souhaitais faire de ce programme. Et j'espère vraiment que la saison 2 sera tout aussi riche, tout aussi drôle, tout aussi palpitante. C'est évident. Non, mais en tout cas, merci Vincent, merci Quentin encore une fois. Merci les garçons, merci. J'ai dit 32 fois merci dans cette émission. Et alors du coup, on pourrait citer Madame, Monsieur. Merci. Rien à voir, c'est les réfugiés. J'adorais cette chanson d'ailleurs. Quel enfer. Alors un épisode de 12 points se termine et celui-là touche à sa fin, mes amis. Mais il serait temps. Mais pas de n'importe quelle manière. À laquelle? Puisque nous finissons toujours un épisode de 12 points. Ah, je sais. Oui. Par le jeu des 12 points.
points. Le dernier jeu des 12 points. 12 points, donnez 12 points. Beaucoup de 12 points. J'aurais dit 30. Alors, 38 fois en 10 minutes. Et donc aujourd'hui, c'est la fête, c'est le goûter de 12 c'est le goûter. C'est le goûter. Je vous ai proposé de faire ce 12 points sur les tubes de l'Eurovision. Eh oui, Tubes les de l'Eurovision. tubes. Alors, Quentin, est-ce que tu es prêt à commencer? Je suis prêt. Les amis, aujourd'hui, nous remontons le temps. Je vous ramène à Hilversum, aux Pays-Bas, pour l'Eurovision 1958. Nous retrouvons Domenico Modugno, qui nous chante Nei Blu de Pinto di Blu. Alors, attention, j'ai fait LV1 allemand. Qui signifie dans le bleu peint en bleu. Comprenne qui pourra. Mais en réalité, cette chanson est bien plus connue sous un autre nom. Volare! Cette chanson mondialement connue, paradoxalement, n'a pas gagné l'Eurovision. C'est en quelque sorte la Amel Ben du télécrochet. C'est le Raymond Poulidor de l'Eurovision. Mais bref, j'ai souhaité mettre en avant cette chanson, Volare, car en cherchant une chanson pour notre dernière émission, je suis tombé sur Volare en écoutant les tubes, j'ai regardé des compilations de tubes sur YouTube, et j'ai eu un petit pincement au cœur quand j'ai entendu cette chanson. Une forme de nostalgie sur toute cette année passée à vos côtés, Vincent et Thomas. Cette chanson, elle respire bon l'Italie. Le Italie du Marais, la Dolce Vita, le Spritz, les pastas, bref, tout ce que nous avons vécu ensemble à Turin cette année. Alors, pour partir de l'esprit tranquille pour les vacances et vers la saison 2 de ce podcast, j'avais envie qu'on se quitte avec cette chanson légère, joyeuse et poétique. Et j'avais envie de vous dire arrivederci, les amis. Bisous, mon Quentin d'amour. Elle est géniale, cette chronique. Oui, bravo. Bravo, Je l'ai bien écrit. défendu. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'à l'Eurovision 2022, cette chanson a été interprétée par Laura Pausini et puis Volare. Et il y a eu, petit fun fact avant. T'es quoi? Excusez-moi, parce qu'en fait, il y a Thomas qui se prend pour la Castafiore. Fun fact sur cette chanson, c'est la chanson qui a eu le plus de, j'ai oublié le terme, De vues sur YouTube. non, j'ai trouvé, de reprises dans 78 langues. Eh Ah ben, ouais c'est pas la solitude. Eh non, pas du tout. Bah écoutez, j'y vais, j'enchaîne, c'est parti, Allez, on y c'est va. parti. Attention, 3, 2, 1, hop. Bon, écoutez, aujourd'hui, c'est la dernière de la saison et pour faire honneur à notre thème, les tubes de l'Eurovision, je vais défendre la chanson d'une chanteuse d'origine portugaise, née au Congo et résidant en France. Elle se présente sur la scène de l'Eurovision avec une robe orange et un carré mou, affublée de 5 choristes derrière elle, toutes et tous de noir vêtus. Cette chanteuse surtout, vous la connaissez, nous la connaissons, elle nous colle à la peau comme une crotte au cul d'un chien, puisque c'est la dernière fois que nous avons pu entendre And the winner is France. C'est bon, je l'ai, vous l'avez, nous l'avons. Je parle bien sûr de Marie-Myriam et de son iconique L'oiseau et l'enfant. Alors clairement, Encore. sur la chanson, on est sur une rythmique très années 60 avec des violons dans tous les sens, type Mamas and Papas. Alors que nous sommes en 1977 et que le disco est la musique de prédilection, rappelez-vous, la règle essentielle de l'Eurovision, toujours avoir 10 ans de retard. Au niveau des paroles, on est un peu sur une libre adaptation de la comptine des 3 petits chats. C'est-à-dire que on dit une phrase et que le dernier mot de celle-ci sera le premier mot de la suivante. Ce qui nous donne un texte un peu genre What the fuck, à base de vérité implacable en mode poetic lover, type pour que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds. Et en même temps, quand on sait que c'est le proprio du compositeur qui a écrit les paroles, on va pas s'attendre à du Shakespeare. Néanmoins, malgré tout le venin que je peux cracher sur cette mioche espiaf, et cette chanson, ça reste un tube. Le tube français de l'Eurovision par excellence. Une sorte de bonbon pastel qu'on a envie d'écouter sur l'autoradio, dans une dodoche toute fenêtre ouverte, en roulant à toute berzingue dans le désert pour s'envoler vers de nouvelles aventures. Alors oui, c'est doucereux, c'est cuculapral, c'est aussi plat qu'un derrière d'éléphant de ménopausée. Mais qui sait, peut-être qu'en l'écoutant aujourd'hui, nous conjurerons le mauvais sort français et que l'année prochaine, nous pourrons proclamer la nouvelle victoire de la France et que Mamie Myriam, qui fêtera ses 65 ans cette année, pourra, grâce à Macron, prendre une retraite bien méritée. Bravo. Elle a Très fait beau billet, 65 ans, très beau Marie-Myriam. billet. Ouais, je l'imaginais beaucoup plus vieille que ça. Ah oui, elle est tapée. La violence. C'est ta mère. C'est parti.
Alors les amis, 12 points tire sa révérence pour la saison 1 ce soir. Et généralement, quand on quitte un lieu, on va en récupérer un nouveau. C'est ce qu'on appelle un déménagement. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on déménage? Généralement, oui, on fait des cartons, mais on va un peu acheter de nouveaux meubles. On va un peu aménager son nouvel intérieur. Et donc, si je vous dis Falskrob, Anderstob, Ulvaneus ou Linkstad, vous me dites... Je connais. Ça ressemble à Ikea, non? Oui, c'est du suédois, non? Oui, voilà. C'est des meubles Ikea. Ah, merde, c'est du suédois. putain, Et alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler... Évidemment d'une suédoiserie. Évidemment, vous l'avez deviné, mon tube à moi de l'Eurovision. Je vais vous parler d'un groupe, les amis d'un groupe, qui aura su respecter la parité bien avant les Watford. Plus haut. Exactement. Et donc, je vous parle évidemment d'ABBA. ABBA qui, en 1974, remporta haut la main l'Eurovision avec son titre Waterloo. Ce qui est incroyable avec ce groupe qui aujourd'hui résonne comme un symbole de l'Eurovision. Bon, on conchiera le fait qu'il déteste le programme et qu'il s'en cache pas d'avouer le détester. Elle nous a enculés! Néanmoins, en fait, c'est un groupe qui jouit d'une aura internationale extra-ordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, continue à faire des concerts en hologramme. Parce qu'il se bouge même plus, quoi. Il paraît que c'est extraordinaire. Il paraît que c'est génial, ouais. Tout le monde m'en parle aussi. À Londres. Donc voilà, moi aujourd'hui, en fait, ce groupe que je veux défendre, c'est celui qui arrive en précurseur à proposer une chanson qui transforme le paysage pop musical international, qui arrive à donner une aura au concours dont on jouit aujourd'hui et qui nous permet de défendre le programme pour ce qu'il est au-delà de ce qu'il fait. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir et finir cette saison en toute beauté, votez pour moi, votez ABBA. Est-ce qu'on veut se faire plaisir, Quentin? Battez-le. Allez, jingle. Battez-le. Jingle. Allez, c'est parti, c'est la dernière fois qu'on attribue 12 points de cette première saison de 12 points. Et on commence par toi, Vincent. Ok, alors écoutez, moi je vais pas faire de vieux os, hein, vraiment. Les 12 points. Ah, Quentin, je t'aime vraiment, vraiment très fort. Et donc du coup, je vais donc t'attribuer 6 points. Oh, mais là, c'est moi qui ai 12 points. Et donc, parce que volare, cantare, on est d'accord, mais excusez-moi, qui ce soir peut concurrencer ABBA? C'est 12 points pour toi, Thomas, c'est 12 points, merci. Non, mais attends, mais c'est comme génial, dirait merci. Valérie Trierweiler, merci pour ce moment. À vous, les studios. Alors, bah, écoute, j'enchaîne et moi je vais donner 12 points cette fois pour la dernière fois de cette saison. Je dois dire à une chanson que je me suis permis d'hurler à Turin. Donc à toi, Quentin, 12 points, 12 Non mais points. sérieux. Non mais... Wow, cantare, oh, des blues, des bidoni blues. Felice di stare lassù. Retrouvez la compile de 12 points. La vache, j'ai fait une tierce. Comme les jeans. Vaut-toi 12 points. Merci. Et Vincent, en fait, j'ai eu énormément de mal à ne pas te donner énormément de points aussi, mais je te donne 8 ce soir. Oh, merci. Parce que, en fait, ta chronique était extraordinaire, mais la chanson pas tant. Bah non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc voilà, 8 pour toi. Oh, attention, parce qu'en fait, c'est serré du coup. C'est le monsieur sévère mais juste qui va choisir. Oh putain, quel suspense. Écoutez, je vais donner mes 12 points à ce qui me paraît évident. Alors écoutez, mes 12 points... Ne te trompe pas, je t'en supplie. Mes 12 points, je dois vous dire, en fait, j'exècre les daims. J'aime pas les mots compliqués avec des signaux bizarres. On comprend pas le nom des meubles. Les boulettes de viande, c'est pas de la viande. On sait que c'est pas de la viande. C'est du cheval. Attends, vas-y. C'est du cheval. Mais vas-y, va au bout de ta pensée, je t'en supplie. Donc, je vais donner mes 12 points à toi, Vincent. Mais non. Mais Mamie Myriam serait tellement heureuse. Alors, Vincent, pour être honnête, je te donne 12 points à toi, pas à Mamie Myriam, qui n'a pas 65 ans, mais 78 ans. Si, elle va avoir 65 ans, il est en 57, et donc du coup, elle va avoir 65 ans cette année. Et au revoir à la retraite. À la retraite. En tout cas, je te donne mes 12 Merci. points. Attends. Donc là, vous êtes en train de nous dire que pour la dernière de 12 points, on C'est s'est moi attribué encore 12 points chacun. Oui.
Donc, merde. c'est Que bon. toi, tu as du coup, Vincent, 12 points plus 8, donc tu es à 20. Oui, c'est vrai. Toi, Quentin, on sait que tu as déjà malheureusement 12 points plus 6. Donc j'ai 18, j'ai déjà perdu. Désolé. Donc, t'as déjà perdu. Mais c'est toi, Thomas. Toi, tu as 12 points. Et moi, j'ai sous les yeux Maître Nadjar, l'enveloppe. Amenez l'enveloppe, Maître Nadjar. Non, mais tu vas pas faire gagner Thomas. Écoutez, je Mais vais si, faire bien sûr comme que les si, pourquoi pas. Oscars. Je mérite de gagner autant que toi. Je donne mes points à La La Land. Fais-le, Non. ouais. Suspense. Je donne Thomas 10 points. Oh, j'étais à 2 doigts de gagner. Pardon, Agathe, pardon, j'ai essayé. Et donc, non, Thomas, tu écoute. remportes ce dernier jeu avec 22 points. Mais ça me Avec fait un tellement bas de plaisir, Waterloo. mais je suis Bon, heureux. attends, rappelons que Thomas a gagné le premier jeu des 12 points avec Kunchita Wurst. Oui, c'est vrai. Et il C'est gagne, vrai. il gagne le dernier avec Ça Abba de clôture en beauté Waterloo. cette saison. La boucle est bouclée. Exactement. Bravo Thomas. Merci à vous. Merci à vous toutes et tous qui nous Ouais. écoutez depuis le mois de J'ai envie de dire septembre de l'année putain dernière. parce que c'est vulgaire, mais ouais, merci. Bordel de ouf. cul. Merci de ouf, bordel de cul. Merci de à nous ceux qui nous font suivre. confiance. Merci à toi, Thomas. Merci à toi, Vincent. Merci à vous deux les garçons parce que le programme n'existerait pas sans vous et c'est vrai que À l'année prochaine. Merde, à l'année prochaine parce que franchement moi je me suis bien amusé cette année. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Merci Thomas de nous avoir réunis, C'est vrai, c'est toi, Thomas. de m'avoir permis de faire toutes ces conneries. et donc du Sans coup, filtre. et je suis extrêmement ravi que vous toutes et tous, auditeurs et auditrices, eh bien, ayez le moyen d'écouter ces chroniques hurleuses pendant tout l'été. Parce que, et j'espère que les chroniques What the fuck aussi pourront être aussi à l'été. on fera d'ailleurs une combo. Effectivement, chaque chronique sera dissociée. Vous aurez à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire début juillet, une chronique qui sortira le mardi et une chronique qui sortira le vendredi. Oh, bande de petits vénards. Donc en tout cas, merci les garçons, merci à tous les auditeurs et auditrices de 12 points Merci parce qu'en à fait, vous. de vos soutiens, de vos messages sur Insta, sur Twitter, sur tout ça, etc. Enfin, on est comblés de joie de voir qu'en fait on est suivis dans nos conneries parce On que est content que ça réellement, vous plaise. enfin, qu'on est content vraiment que ça vous plaise. On a pu rencontrer certains et certaines d'entre vous à Turin et ça c'était vraiment un truc où quelque part, tu sais, quand t'es dans un parc et qu'on te dit genre. Je reconnais votre voix. C'est vous, vous êtes 12 points. Alors, et, là, effectivement. et là, tu dis genre. Oui, enfin, j'ai rien fait. Je suis avec une pinte à la main en chemise panthère. Laissez-moi tranquille, quoi. Laissez-moi écouter Laurine. Oui, et pour être très honnête, on a un peu du mal encore à arriver à gérer ça parce que c'est complètement nouveau pour nous. Mais n'hésitez surtout pas à venir nous parler, ça nous fait énormément plaisir. On peut être très gauche, mais en tout cas, on est ravis. Évidemment, beaucoup de surprises, beaucoup de rendez-vous seront sans doute prévus l'année prochaine pour qu'on arrive à. C'est pas sans doute, Thomas. Ça sera au Ça programme. sera, voilà. Non. Donc des rendez-vous, soyez à l'affût de ce qu'on organisera. Suivez-nous évidemment sur Instagram, suivez-nous sur Twitter, Et suivez-nous. OnlyFans. On se lance. On vous souhaite un très non. on Très bel on vous été. souhaite un très 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 bel été évidemment à toutes et tous. Reposez-vous. Reposez-vous, buvez des spritz, baignez-vous, je vous en supplie. Le climat fait que la vie, des fois, elle n'est pas toujours rose, mais c'est pas grave en fait. Ayez de la joie dans le cœur, ayez des amis autour de vous, ayez de l'amour et distribuez de l'amour, envoyez de l'amour partout et franchement, je vous jure, ça marche. Et donc, du coup, Comme voilà. dirait une candidate australienne, we got love. We got love. Merci Jessica Mowboy. Elle arrivera bientôt, on y revient en saison 2. J'en doute pas. Je Vous en suis faites pas. impatient. On vous embrasse très fort. Merci Et puis à très fort. vite. À très À bientôt. très Rendez-vous. vite. très vite. Merci à toutes, merci à tous. C'était 12 points et vous pouvez nous suivre sur Insta, on vous rappelle, sur Twitter. Et là, tu vois le chauffagiste, il dit au prêtre et ça, mon père, c'est du butane Il se passe quoi là? Et on enregistre là. Bah ouais, mais il est 19h et le studio, nous on l'a réservé à 19h. Non. Il est 18h58. Vous sortez là. On est en plein enregistrement de notre podcast. On a encore le studio pendant 2 minutes. Ah, vous faites du podcast vous aussi? C'est-à-dire qu'on est 3 mecs dans une salle avec des micros, donc oui, on n'est pas exactement en train de poser du lino là. Ah mais c'est marrant ça, nous aussi on fait du podcast. Ça parle de quoi votre truc? Ah ok, je vois le genre. Alors notre truc, mon petit bonhomme, ça parle de l'Eurovision. On enregistre un nouvel épisode là, mais là c'est pas le sujet, on doit finir, alors allez, zou. Mais attendez, c'est intéressant, on peut discuter, non? Non, on discute pas. On termine notre épisode avec Waterloo du groupe ABBA. Et puis vous nous devez 1 minute de plus dans la salle. Et vous sortez. Attends. Ah bah? Waterloo?
Bah oui, Waterloo de Abba, l'Eurovision de 74, la défaite de Napoléon. La défaite du fantasme de Napoléon plutôt. Enfin, si on va être précis, hein. Hein? De quoi? De quoi il parle? Bah vous savez, la vraie histoire de la chanson Waterloo, quoi. La meuf qui a un fantasme, quoi. Bon, quelqu'un leur dit de sortir là aux deux parce qu'on est à 2 minutes dans le vide et on doit terminer. Non, mais attends. On tient peut-être un truc intéressant. Quentin, on est d'accord, on a peut-être un truc. Alors, effectivement, un truc qui ressemble à deux grands idiots qui racontent n'importe quoi, mais on tient peut-être un truc. Non mais arrêtez, on avait juste à enregistrer le passage où on dit aux auditeurs de nous suivre sur Insta, Twitter, là, mais faites-les sortir, moi je veux rentrer, moi. Mais vous êtes qui d'abord? Et puis vous faites quoi? Bah, nous on est Pierre et Marc, et on fait un podcast qui s'appelle Détournement de son, où on explique de quoi parlent vraiment les chansons que vous écoutez depuis 30 ans. Mais bon, après... Détournement de son. Ah ouais, le titre vend du rêve. Hein. Après, si vous voulez ergoter 150 ans sur une chanson dont vous connaissez pas le sens, c'est pas grave, hein. On peut vous laisser finir comme ça, hein. Ah non, mais attendez, on peut s'arranger aussi. Ah mais on s'arrange rien du tout, ils se cassent et nous on finit notre podcast. Mollo, faut qu'on les garde. Regarde-les, quoi. Mais regardez quoi? Ils ont pas l'air d'avoir inventé ni l'eau chaude, ni l'eau froide, ni même la tiède d'ailleurs. Hein. On s'en fout de l'eau tiède, on cherche pas des plombiers. Il nous faut juste des débiles. Apparemment, c'est ça qui fait de l'audience. Non mais même logistiquement, ça n'a pas de sens. On reste ici du coup? Ils enregistrent comment leur truc là, eux? Mais t'inquiète pas, on termine l'épisode avec eux et puis on leur file l'enregistrement et puis on enchaîne sur leur podcast. Et ça vous va les deux? Ouais. Moi je m'en fous, hein. De toute façon, moi j'avais rien écrit aujourd'hui. Ouais, et puis c'est pas comme si on était payé de toute manière. Et ben on va finir alors. Voilà, allez, cet épisode de 12 points est terminé, comme la saison 1 d'ailleurs. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouve pour l'explication du sens caché d'Abba directement sur le podcast Détournement de son. Et nous on se donne rendez-vous dès la rentrée prochaine en septembre pour la saison 2 de 12 points. Merci, bisous. Oui, merci Thomas. Et on accueille Détournement de son. Et les deux génies du sens caché des chansons que personne d'autre a trouvé, ils ont un jingle par hasard? Histoire qu'on soit bien sûr que nos auditeurs comprennent que c'est plus vraiment... enfin, que ça risque de raconter n'importe quoi. Ouais, bah d'habitude on s'engueule en fait quand on lance le jingle. Ouais, c'est un genre de rituel, vous voyez. Non mais ils me saoulent les deux là. Vous avez un jingle ou pas? Non mais voilà, comme ça marche. Lui, il est bon lui, hein, je l'aime bien le pas content là. Allez hop, jingle. マルクとピエールのポッドキャスト。 Bon, du coup, ça parle de quoi Waterloo? Bah en fait, tout commence en 1814, lorsque Napoléon... Non, pas ce Waterloo là, le Waterloo de Abba, pas la bataille. Et puis la bataille...